tous. Donc notre dernière présentation de la journée va commencer. On a la chance d'avoir Guillaume Helleux aujourd'hui qui va venir nous parler de l'horlogerie à l'ère des NFT. Donc Guillaume est architecte, Web3 stratégiste et chercheur associé à la EDE Genève. Il est aujourd'hui basé à Genève après avoir travaillé plusieurs années en Chine. En 2017, il commence à étudier les aspects sociopolitiques et économiques des technologies blockchain. Depuis lors, il analyse ces questions dans des séries d'articles, conférences et cours. Par la suite, il cofonde Interland, un studio de création pour le monde décentralisé où son activité est principalement axée sur la stratégie Web3 et le storytelling auprès de grands groupes. Merci Guillaume. Alors, merci Emmanuel pour cette introduction. Je voudrais avant tout remercier Marc Angebot pour nous avoir offert ce superbe environnement de présentation pour l'ensemble des conférences. Je suis très heureux de représenter aujourd'hui la EDE Genève en tant que chercheur associé. Et à ce titre, je remercie très chaleureusement Jean-Pierre Greff pour m'avoir invité à co-diriger cette journée avec Anthony Mazur. Je remercie évidemment mon collègue Anthony Mazur, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais sans qui cette journée dédiée aux NFT n'aurait pu voir le jour. Enfin, je remercie de nouveau Marc pour l'honneur qu'il me fait d'avoir l'opportunité de conclure ce programme culturel par mon intervention. Alors, nous allons bien entendu parler de montres et de NFT, mais il convient avant tout de rétablir certains éléments de contexte. Alors, on a effectivement tendance à l'oublier, mais c'est bel et bien ici, à Genève, à moins de 6 km d'où nous nous trouvons, que le web a été inventé il y a de cela maintenant un peu plus de 30 ans. Le web, dans sa structure, a une problématique assez sévère, c'est qu'il ne permet pas l'unicité, ce que j'appellerais du coup l'unicité numérique. C'est-à-dire que quand vous envoyez des données sur Internet, elles sont systématiquement copiées ou dupliquées, ce qui ne permet pas de créer de la valeur. Quand vous envoyez un billet d'euros, la valeur réside dans le fait que vous ne la possédez plus. Ce problème a été réglé pour la toute première fois, ce qu'on appelle la double spending issue, a été réglé pour la première fois en 2009 avec la mise en place de la blockchain. Alors cette singularisation du multiple a permis évidemment de mettre en place ce qu'on connaît tous aujourd'hui, ça a été Bitcoin, donc la première mise en œuvre d'une valeur numérique viable. Il y avait auparavant d'autres monnaies numériques, mais Bitcoin était la première à pouvoir résoudre ce problème très important. 5-6 ans plus tard, une fois qu'on a mis en place cette première valeur numérique, Ethereum est arrivé sur le marché en proposant de faire bien plus qu'une simple monnaie en paramétrant complètement le monde de demain, avec la mise en place notamment de tokens, d'ICO, smart contracts et des dApps décentralisés. Alors, Ethereum a mis en place ce que sera demain le Web3. Alors, le Web3, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment une nouvelle itération du web qui est basée sur la technologie blockchain. Alors, le Web3 intègre des concepts tels que la décentralisation et bien sûr une économie qui va être basée sur les tokens et les crypto-monnaies. Ce Web3, il fait suite à deux anciennes itérations du web qui sont le Web 1 et le Web 2. Le Web 1, vous l'avez probablement tous connu, c'était un web basé sur l'économie de l'information, un web uniquement en mode lecture. C'est-à-dire qu'on allait sur le web pour consulter l'information, mais pas nécessairement pour en écrire ou pour en échanger. De ce Web 1, nous sommes passés au Web 2, où on est toujours, c'est-à-dire un web basé sur l'économie des échanges avec la création des blogs et des économies d'échanges avec Twitter, Instagram, ce genre de choses. Le problème du Web 2, c'est que la valeur qui est créée sur ce Web 2 par les utilisateurs est captée très majoritairement par les GAFAM et les BATX, ce qui fait que vous n'avez absolument aucun contrôle sur les données qui sont échangées et sur la valeur que vous créez dans cet Internet. L'utopie du Web 3, c'est évidemment de créer un Internet basé sur la propriété et de redonner le pouvoir des utilisateurs, redonner leurs données, le pouvoir aux utilisateurs. Ce Web 3, il va suivre une roadmap assez particulière, relativement informelle, mais qui dans tous les cas respecte à peu près ces 5 verticales. Premièrement, ça va être la mise en place d'une valeur, et comme on vient de le voir, elle a été définie et déjà mise en place en 2009 avec Bitcoin. De cette valeur, on va mettre en place une économie, ce qu'on appelle la DeFi, Decentralized Finance,
pour définir une économie complètement décentralisée qui va pouvoir passer outre les systèmes de finances actuels. Suite à cela, c'est la raison de ce salon aujourd'hui, évidemment, qui sont les NFT, pour Non-Fungible Token, qui va mettre en place la propriété sur Internet. Donc une propriété échangée au travers d'une économie régie par une valeur monétaire numérique. Dernière étape, et c'est ce qu'on verra émerger d'ici les prochaines années, c'est évidemment les DAO, pour Decentralized Autonomous Organization, des gouvernances supra-étatiques et supranationales qui ne seront régies par aucune loi et qui permettront à des personnes de régir des lois et de régir des gouvernements entiers de manière complètement décentralisée et en bypassant toute autorité gouvernementale. Dernière verticale, et je pense que Claudia en a un peu parlé aussi en amont, ça a été sur l'identité numérique. On sait aujourd'hui que l'identité, on est aujourd'hui déjà profilé par les grands groupes, mais que cette identité ne nous appartient pas, car elle est possédée par les grands, et notamment les GAFA, donc Facebook en tête, et bien sûr Twitter et tous les autres. Donc sur la question de l'identité, on voit également que s'identifier dans le web respecte différentes verticales selon les différents types de web. Alors dans le web 1, c'est ce qu'on a tous connu à peu près, on rentrait nos usernames et passwords, ce que j'espère l'on ne fait plus aujourd'hui. Par contre, on va se connecter en utilisant ce qu'on appelle le Sign in With, avec notamment Google, Facebook, Twitter, Apple, tous les grands groupes y sont passés, qui vont directement déjà nous profiler. Le problème de s'identifier de cette manière-là sur le web fait que l'on n'a aucune propriété et aucun contrôle sur l'identité que l'on va partager. C'est-à-dire que quand vous vous connectez sur un nouveau site web, automatiquement, vos images vont apparaître, vos numéros vont apparaître, vos amis vont apparaître, sans que vous n'ayez aucun contrôle sur votre identité numérique. Le Web3 propose évidemment de combler cela en dirigeant l'information et en contrôlant quelles sont les informations que vous voulez transmettre ou que vous voulez partager en ligne. On a évidemment cette dualité entre, d'un côté, une identité numérique qui est aujourd'hui basée sur des traits physiologiques, une loterie génétique, excusez-moi. Et demain, on va plutôt parler sur une identité où on va plutôt montrer une sorte d'incarnation ou des valeurs et des croyances, vu qu'on pourra choisir la manière dont on veut se représenter en ligne. Deuxième point de contexte relativement important, c'est effectivement par rapport aux jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est un élément assez oublié, mais l'économie du jeu vidéo représente aujourd'hui plus de 2 fois le cinéma et la musique réunis. Quelques chiffres sur cette industrie du gaming. Aujourd'hui, le gaming pèse 300 milliards de dollars juste pour l'année de 2021, soit plus de 2,7 milliards de joueurs en une seule année. Ce qui fait que c'est autant de nouveaux clients à cibler dans cette industrie-là. Dernier élément de contexte, les crypto-monnaies en général, on a tendance aussi à l'oublier, mais plus de 2000 milliards de dollars d'actifs, c'est ce que représente et ce que pèse l'économie des crypto-monnaies dans le monde aujourd'hui. C'est absolument énorme et ça a été en pleine explosion, notamment depuis ces dernières années. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur la question de l'horlogerie, mais avant tout sur la question des NFT. Alors, les NFT, qu'est-ce que c'est? On l'a dit, Non-Fungible Token. Donc, c'est un certificat numérique infalsifiable et décentralisé attaché à une entité numérique ou tangible. Alors, c'est un petit peu dur à emmagasiner, mais pour faire simple, c'est un objet numérique. Un objet numérique qui peut avoir n'importe quel type de forme. Alors aujourd'hui, les NFT, notamment les NFT artistiques, sont vus de manière à 99% par des images numériques, des JPEG capitalisables. Alors c'est effectivement ce que représentent aujourd'hui les NFT dans leur grande majorité, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être ces 1% qui, eux, vont représenter aussi la grande majorité du potentiel. Donc l'enjeu des NFT ne réside pas dans leur transposition du monde physique, mais bien dans une réponse et une approche spécifique du numérique. Et ça, c'est vraiment ce qui est vraiment aujourd'hui dur à admettre et ce qui va prendre beaucoup de temps à se développer. Point très important au niveau des NFT, ça va évidemment être leur paramétrabilité et ce qu'ils vont apporter en termes artistiques dans cette révolution artistique.
on va pouvoir imaginer dans le futur des œuvres qui vont être évolutives. C'est-à-dire que ces NFT, selon le temps, selon le nombre de transactions, selon le nombre d'échanges, vont pouvoir évoluer et complètement se morpher. On peut imaginer une première image qui sera un Yves Klein bleu, mais qu'au bout de 50 échanges, les pixels vont commencer à disparaître, ou l'image va pouvoir se transformer en devenant toute chose d'autre. On va évidemment pouvoir imaginer des œuvres qui vont être contraintes. On va limiter l'échange, on va pouvoir les autodétruire, on va pouvoir paramétrer le prix maximal de vente ou le prix minimum de vente. Donc toutes ces œuvres sont parfaitement paramétrables et l'enjeu des NFT réside dans cette paramétrabilité. On va également pouvoir imaginer des œuvres collectives avec des créations faites par plusieurs auteurs, plusieurs artistes à la fois, et du coup pondérer le copyright fait par ces artistes sur cette même œuvre. Et point le plus important, sur des œuvres interopérables. Aujourd'hui, par rapport à la montre de l'horlogerie, il y a une distinction entre une montre et une voiture. Dans le Web3, il n'y a plus de distinction possible. Votre NFT qui représente une montre, il suffit de l'insérer dans un jeu vidéo décentralisé pour que celui-ci se transforme automatiquement en voiture. Cette idée, donc le Web3 va permettre de développer des créations néomédiatiques interopérables entre différents environnements et contextes. Alors à ce sujet, je remercie Javier ici présent pour avoir présenté la pensée de Lev Manovich sur la question des métamédiums. Donc il va bien falloir imaginer que demain, la définition de ce qu'est un NFT, c'est-à-dire non pas une image, mais va pouvoir représenter n'importe quel type d'objet numérique. Vous aurez à la fois une image qui sera un item de jeu vidéo qui sera à la fois une action, qui représentera une part sociale, qui représentera un accès dans un magasin, qui représentera une identité et qui pourra représenter aussi une piste de musique. Tout ça en un seul et même objet. Alors un exemple pour illustrer un peu cette chose un petit peu obscure, on va prendre le cas de Boto, qui est un peu le cas du tout en un. Alors ici on a une image qui a été généré via une DAO, donc une sorte de gouvernance décentralisée par un système de vote lié à du learning machine pour créer une sorte d'NFT. Donc là, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en œuvre. Donc on arrive à ce genre de résultat où, en fait, l'intérêt n'étant pas le résultat de l'image elle-même, la valeur ne réside pas dans l'image plutôt que dans le processus de création de comment cette image a été créée. Il faut imaginer que Boto va libérer des tokens donc, de votation à travers différents artistes qui vont voter à travers un système de smart contract sur le choix de l'œuvre. Donc les gens vont pouvoir voter, on veut plus bleu ou plus rouge. Donc il va y avoir ce système de votation qui va se faire à travers le temps. Et à partir d'un moment donné, ils vont permettre de crafter, donc de créer cette œuvre d'art-là, qui sera créée par une sorte de communauté, en même temps par du machine learning, en même temps par un système. Donc on peut se demander qui est le propriétaire de l'œuvre, et ainsi que qui est son auteur. Et les montres dans tout ça, parce qu'effectivement, on est quand même aujourd'hui pour parler d'horlogerie principalement. Donc Claudia a parlé de pas mal de projets extrêmement intéressants au niveau des montres. Moi, j'ai parlé des projets un petit peu moins intéressants. Alors on voit aujourd'hui que par rapport aux grandes marques, donc on peut prendre par exemple Hublot, Yacom & Co, Omega, Hanhart, Résence, Louis Monet ou même Constantin Tchaikin, la plupart des créations NFT de montres se résument souvent à une sorte d'image de marque, donc un positionnement de marque. Ce qu'on achète, c'est non pas un JPEG d'une marque ou l'image même de la montre, mais bien le positionnement d'une marque par rapport à un marché particulier et le fait que cette maison mère ait décidé de passer dans le monde numérique. On a, cela étant, un autre projet donc assez récent de Bulgarie, la Octo Finissimo Watch, qui prend le contre-coup en créant du coup une montre parfaitement physique, mais sur lequel sera lié un QR code relié à un NFT en ligne. Donc la montre se complète par une partie d'elle-même en ligne et de manière décentralisée. Donc la montre ne fait plus un, elle est multiple dans sa forme et dans sa formalisation. Alors maintenant, on va aborder un peu la question des montres qui vont émerger, non pas des grands groupes, mais émerger de l'Internet. Alors déjà, on a certains problèmes au niveau de l'esthétique. Comme on a pu le voir, les montres en NFT des grands groupes respectent une esthétique relativement classique en reprenant les codes de l'horlogerie traditionnelle pour les appliquer au monde numérique, ce qui
ne fonctionne pas forcément. On a ici un exemple de la Garbage Watch par Wollenbach qui propose une montre parfaitement physique, mais dont l'esthétique s'apparente au code du numérique. Donc déjà, il va falloir comprendre les codes. Les codes du Web3 sont des codes extrêmement particuliers qui émergent des pensées cypherpunk des années 60 et 70, où on a beaucoup de crossover et de knock-off avec beaucoup de parodies. Donc ici, l'étude du Web3 et de la culture cypherpunk permet d'identifier les raisons pour lesquelles l'image de singe ou même de chat ont complètement émergé d'Internet. On voit ici un exemple où on prend une marque qui va s'appeler Reshape Mill, donc une parodie de Richard Mille évidemment, où ils vont l'associer à Bored Ape Yacht Club, qui est la deuxième plus grosse collection d'NFT. Donc on voit ce jeu sur les crossovers et sur le travail par couche de création. Et secondement, il faut aussi comprendre le code. Ici, Genwash de Jesus Calderon, où on travaille évidemment sur une question de collection procédurale. Alors, le procédural, qu'est-ce que c'est? C'est une manière, en informatique, ça va être une manière de créer du contenu à une très grande échelle, de manière régie par des règles et régie par des algorithmes. C'est-à-dire que dans cette collection de Cryptoc The Society, on va voir un exemple où ces 2400 montres qui composent l'ensemble de la collection ont été générées en à peine 30 secondes, voire 1 minute de génération. Donc l'œuvre ne réside pas non plus dans l'unicité de l'objet, mais bien dans la collection elle-même. Donc on est là, l'artisan qui va concevoir cette montre n'est donc plus quelqu'un qui va concevoir un résultat, mais bien concevoir des paramètres définis selon des traits. On voit que cette montre est définie par 8 traits qui correspondent à face, bezel, crow, case, hand, hours, glass and band. Ici, vous avez donc non seulement pas le code de l'image, donc ce n'est pas la représentation du JPEG, mais bien la représentation du smart contract qui régit les règles de la collection. Donc l'artisan va donc créer ce smart contract et régir les règles, quels sont les différents traits, les différentes règles qui vont générer ce procédural et donc cette collection entière. Et cela tient en seulement 4 pages de code. Enfin, on va voir que l'horlogerie et les NFT ne sont pas des mondes forcément indifférents, mais qu'il y a beaucoup de dialogue entre ces deux univers. Premièrement, on a parlé évidemment du NFT comme d'un objet numérique, donc d'une entité, mais si l'on prend le problème beaucoup plus large avec la question du Web3, on peut voir que le Web3 répond à des questions extrêmement simples, notamment sur la question de rediriger la spéculation. Aujourd'hui, dans le marché relativement traditionnel, notamment des galeristes d'art, on voit qu'un galeriste d'art qui va vendre une première œuvre, les plus-values ou la spéculation faite ultérieurement ne sera pas redirigée vers le créateur ou vers la maison mère et que la personne va ne toucher qu'une seule fois. Cela se montre par exemple aujourd'hui très récemment. On a vu évidemment l'émergence de la Moonswatch, un crossover entre Omega et Swatch, qui a conduit évidemment à des frénésies complètement incontrôlables au niveau des marchés. Donc cette spéculation, elle est parfaitement recherchée également par les marques, mais par contre, elle n'est absolument pas contrôlée. Ce contrôle par les marques, certaines marques peuvent en souffrir et veulent justement contrôler cette hype, et notamment c'est pour ça qu'on arrive dans certaines marques d'horlogerie sur des whitelists pour accéder à certaines montres. Ce que propose le Web3, par exemple, dans ce cas-là, on pourrait imaginer un système où, au lieu de vendre la montre directement sur le marché, on va vendre un NFT qui s'apparentera à un bon d'achat futur de la montre qui sera produit dans un temps futur. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le marché un NFT, à par exemple 2 Ethers, qui sera acheté par un client, et cette personne sera libre de le revendre sur le marché secondaire. Donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Sauf que ce NFT sera paramétré via un smart contract pour rediriger un certain pourcentage des royalties ou de la revente vers la maison mère ou vers l'artiste originel. On peut imaginer que ce pourcentage est parfaitement paramétrable, donc ça pourrait aller de 0 à 100%.
L'avantage de ça, c'est qu'une fois que la marque a complètement fini de produire la montre, elle peut faire une annonce en ligne en disant que le propriétaire du NFT vienne rencontrer la société et échanger son NFT contre la montre physique. L'avantage de ce genre de processus fait que la marque garde un prix de vente qui est le même qu'avant, mais redirige l'intégralité des plus-values et de la spéculation qui est faite sur son produit envers la maison mère sans changer les prix de vente. Un autre cas intéressant qu'on verra émerger dans le Web 3, ça va être un déplacement au niveau des acteurs tiers. Aujourd'hui, si on prend le cas par exemple de Artprice, on voit que c'est une plateforme qui va référencer les cotations des œuvres d'art et ce genre de choses est manipulé ou est du moins dirigé de manière relativement subjective par des grands groupes. Dans le Web 3, au niveau des collections des NFT, on va supprimer les acteurs singuliers pour les remplacer par des outils d'analyse algorithmique, comme par exemple ici Rarity Tool, qui permet d'analyser une collection d'NFT basée sur les traits. C'est-à-dire qu'on va rentrer son NFT dans une base de données qui va analyser les différents traits, qui va automatiquement nous sortir son niveau de rareté et donc théoriquement sa valeur. Ces deux secteurs, donc, qui sont évidemment le Web 3 en général, les NFT et de l'autre côté l'horlogerie, ont énormément en commun. Ici, on voit que ce sont deux secteurs qui ont vécu tous deux une sorte de révolution technique ou au moins une crise particulière. Pour la montre, c'est très facile, c'est 1969 avec le mouvement Quartz qui a bouleversé l'industrie de l'horlogerie, notamment à Genève, et qui a dû forcer ce marché à se rediriger vers la montre de luxe ou du goût de haute horlogerie. À droite, on l'a vu, 40 ans plus tard, avec la blockchain qui a complètement changé la valeur sur Internet et la manière dont les personnes contrôlent Internet aujourd'hui. Donc c'est la volonté, c'est la mort des GAFA. Deuxième analogie relativement intéressante, c'est être sur l'anatomie mécanique. On voit qu'une montre, relativement, qu'on prend n'importe quelle montre mécanique, fonctionne globalement de la même façon. On va avoir des principes qui vont régir ces montres-là et on va faire varier certains éléments ou certains engrenages, mais le fonctionnement global de l'élément reste majoritairement le même. Il se passe la même chose dans l'architecture du code où on voit qu'on va changer les briques, on va commencer à détailler certaines parties, mais que l'architecture globale de ces éléments-là sont relativement similaires. On pourrait imaginer effectivement que l'architecture du code reviendrait à définir une sorte de montre numérique dans l'avenir. Deuxième analogie, on voit que ce sont deux marchés ou deux secteurs qui aiment le commentaire. Alors à gauche, un document qui est assez dur à trouver, qui sont des signes employés jusqu'en 1930, mais qui sont aujourd'hui encore employés dans l'horlogerie, qui permettent de commenter des réparations qui sont faites à l'intérieur des montres faites par des horlogers. À droite, on voit un commentaire de code, donc toute la partie qui se trouve entre les étoiles, qui ne va pas être lue par les ordinateurs, mais qui est uniquement à destination des développeurs et des personnes qui analyseraient le code. On se retrouve donc avec cette analogie entre d'un côté les gravures de fond de boîte qui s'apparentent à du commentaire caché, donc c'est transmis généralement de manière empirique et complètement non normée, et d'un côté ça s'apparente un peu à du blaze, donc c'est-à-dire à une sorte de signature d'information qui a du commentaire d'information. Donc l'horloger va commenter son travail en même temps que signer en mode « je suis passé par là ». À droite, on a évidemment un exemple de commentaire de code qui détaille la définition de chaque composant d'une URL. Donc ce commentaire de code n'est lu par aucun ordinateur, à part pour un développeur qui s'amuserait à récupérer un projet ultérieurement et avoir des commentaires qu'auraient fait des développeurs précédents. Dernière analogie sur le progrès technique. L'horlogerie est un milieu assez traditionnel qui n'a pas subi de très grandes révolutions techniques. On pourrait noter cependant le tourbillon inventé par Breguet en 1801 qui va mettre en œuvre une efficacité au niveau de la précision. À droite, Adam Back qui en 95 arrive à écrire en seulement 3 lignes de Perl une version de l'algorithme RSA pour la cryptographie à clé publique. Alors, je vais éviter d'entrer dans le détail, mais d'un point de vue d'efficience et de synthèse de code, on est vraiment dans ce qu'il y a de summum au niveau de la cryptographie. Dernier chapitre et dernier enjeu, on va évidemment parler aujourd'hui du temps relatif et du temps numérique. Quelle est du coup cette différence entre nos montres et le montre à l'heure du digital ou à l'ère du numérique? Donc déjà, il va convenir de redéfinir des usages. Quel est l'usage premier d'une montre de haute horlogerie? Est-ce réellement de donner l'heure
Pas sûr. Est-ce plutôt un objet de positionnement, un objet d'investissement ou de collection? On peut se poser ces questions. Et du coup, que deviennent ces usages traditionnels dans les mondes virtuels? On a ici un exemple de la Swatchbit en 98 qui propose une toute nouvelle manière de compter le temps et de régir le temps. C'est-à-dire qu'ils vont inventer une nouvelle unité de temps qui va être le bit. C'est-à-dire au lieu de diviser la journée virtuelle réelle en 24 heures et 60 minutes par heure, le système de temps Internet divise la journée en 1000 bits. Chaque bit correspond à 1 minute et 26,4 secondes. En changeant aussi également la référence donc GMT en BMP pour le temps moyen à Bienne. C'est-à-dire qu'à minuit à Bienne, il est 0 bit et à 500 bits, il est midi. Alors, du coup, ça veut dire que cette conférence aurait commencé le 3 avril à 646 bits et qu'il est censé être 677 bits si je ne suis pas parlé trop vite, ce que je doute. Également sur la question des objets connectés et des interfaces étendues. La question est très simple ici. On a tous vu émerger ces montres-là, mais où se trouve la montre? Est-ce que la montre se trouve uniquement à droite ou l'on ne peut pas considérer l'app comme une extension même de cette montre et que l'interface d'application de smartphone s'apparenterait à l'horlogerie de demain? On arrive donc à cette question un peu provocative sur les apps de tracking de temps. Est-ce que ce ne seront pas là les horlogers de demain, donc les grandes marques de demain? On peut imaginer évidemment qu'aujourd'hui, les montres nous donnent un temps, l'heure à un instant T, ce qu'on a besoin dans le monde physique, mais dans le monde numérique, ne peut-on pas imaginer une nouvelle forme de temps, de compter le temps, non pas sur le temps, mais plutôt sur le temps qui va être consommé? Donc ici, on a par exemple temps d'écran par Apple qui va nous montrer évidemment le temps qu'on a passé sur chaque application en ligne. Et la question est de savoir si cette application-là ne serait pas la montre du numérique et la montre de demain. Alors, essayons de faire une relativement synthèse des points que nous avons pu aborder. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre que les NFT sont bien plus qu'une simple image numérique, que l'hybridation et la paramétrabilité offrent un nouveau terrain d'exploration, que le Web3 permet de repenser les modèles économiques traditionnels, le jeu vidéo représente une nouvelle cible de clients à capter et que le numérique nous invite à redéfinir l'usage du temps. Du temps d'écran au temps des écrans, quelle montre pour demain? Je vous remercie. Alors, j'espère qu'on va avoir un peu de temps, parce que je pense que j'étais un peu rapide. Si vous avez des questions. Parfait. Alors, effectivement, on a encore un petit peu de temps. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation vraiment très intéressante. Est-ce que vous avez des questions pour Guillaume? Parfait. Non, c'est super. Tu peux nous réexpliquer pourquoi les bits par rapport aux minutes et les 60 secondes et les heures? J'ai pas compris ça. Alors, c'était un projet qui est assez vieux, je pense en avance sur son temps, où en fait Swatch avait proposé de régler un problème qui fait que quand on travaille sur Internet ou dans les réseaux, c'est difficile avec les fuseaux horaires de toujours se définir. C'est que moi j'ai des collègues qui travaillent en Chine, à chaque fois on n'est jamais d'accord sur savoir 14 heures, mais 14 heures où? Et cette question, ils ont répondu en créant ces bits et en disant on va diviser le temps en 1000 bits, ce qui permet au niveau des additions d'être beaucoup plus facile. Si on veut additionner des heures et des minutes ensemble, on a toujours des problèmes de convertibilité parce qu'on est sur une base 60 et sur une base 24. Et eux, en divisant le temps en 1000 bits, permet de rendre les choses beaucoup plus simples. Et donc du coup, ils mettent en place cette montre où on voit que ici, 22h48 et 32 secondes correspondent à 950 bits. Donc c'est un temps Internet qui est extrêmement intéressant, ce qui permet de dire que si on fait une réunion de demain à 448 bits, et c'est le même pour tout le monde. Et du coup, ça permet de faciliter les interactions et les définitions de temps virtuels. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions? Bonjour, et donc pourquoi ça n'a pas marché? Je ne sais pas du tout, je pense que c'était en avance sur son temps et qu'en 98, Internet avait à peine émergé. Et donc du coup, il n'y avait pas forcément d'usage de ce genre de montre.
Pas d'autres questions? Et on va pouvoir s'arrêter là du coup. Parfait. Merci beaucoup. C'était donc la conférence de conclusion de cette journée culturelle. Je remercie encore les acteurs qui ont pu permettre de faire cette journée possible. Donc Marc Angebaud en premier lieu, Jean-Pierre Greff et bien sûr Anthony Mazur qui m'a aidé à préparer l'ensemble de cette journée. Je vous remercie de nouveau. Bravo.